Bonjour, ça faisait quelque temps que j'avais pas fait d'actualité, donc on y revient maintenant avec un livre un peu spécial, un manuel en fait, qui est Histoire politique du Japon de 1853 à nos jours, d'Édith Dufourmont, mais je vais prendre le prétexte de cette chronique pour partir un petit peu en vrille, autant vous prévenir. Donc retour après une absence prolongée, due pour une bonne part à ce que je viens de passer mes partiels, ça occupe. Et ça n'a pas manqué d'affecter mes lectures, tant dans le rythme que dans les sujets. Bon, en trichant un peu parce qu'il y avait parallèlement que je devais m'occuper de mes chroniques pour le futur Bifrost. Du coup, j'ai dû laisser ce blog et cette chaîne YouTube un peu en plan. Et maintenant que j'ai l'occasion d'y revenir, c'est après avoir fait patienter sur ma pile à commenter trois ouvrages qui, probablement, n'y ont pas forcément leur place. Parce que chroniquer des manuels, disons, est problématique et que je ne me sens pas, en outre, d'en faire des comptes rendus exhaustifs. Mais tâchons peut-être d'en dire quelques mots malgré tout. Quelques mots, ouais, tu parles Nébal. Aujourd'hui, donc, un manuel, qui se passe sans doute des guillemets pour le coup, celui-là, Histoire politique du Japon de 1853 à nos jours, d'Édith Dufourmont. La troisième édition augmentée, plus précisément, est toute récente. Elle est parue en janvier. Si j'arrive à en tirer quelque chose d'adapté à ce blog, j'envisagerais de causer des deux livres suivants, deux que sais-je cette fois, donc pas exactement le même format, hein, bien plus vieux par ailleurs, ce qui n'est pas sans poser problème. À savoir Le Japon contemporain de Michel Vier, relativement hermétique, même impression que pour son Histoire du Japon des origines à Meiji, dans la même collection que j'avais déjà chroniquée, et La pensée politique du Japon contemporain de Pierre Lavelle, qui m'a passionné. Réminiscence d'une certaine manière de mes premières études où l'histoire des idées politiques était ma matière fétiche. Après, il sera bien temps de revenir à des lectures plus diversifiées. Mais donc, pour aujourd'hui, histoire politique du Japon de 1853 à nos jours. Le Japon contemporain a certes été envisagé dans des dizaines de livres en français, mais celui-ci a donc davantage des allures de manuel, mais aussi d'autres traits qui renforcent sa singularité. Notons déjà la période couverte qui englobe des questions très très récentes, relevant de l'histoire immédiate. La quatrième de couverture mentionne Fukushima notamment, en fait peu traité dans l'ouvrage, mais le livre est aussi et peut-être surtout à jour sur d'autres questions, notamment d'ordre géopolitique, en consacrant par exemple des sections à divers contentieux frontaliers. Les Senkaku avec la Chine, les Tokdo avec la Corée du Sud, les territoires du Nord avec la Russie, etc., ou aux tentatives d'organisation régionale en Asie orientale, matière encore largement indécise et sujette à des évolutions rapides. Également, les orientations politiques récentes du PLD et de ses premiers ministres, notamment dans l'optique nationaliste. Et tout cela a son importance. Certes, il est sans doute bien d'autres ouvrages qui abordent ces temps très proches, et si la perspective historique n'y est pas forcément de mise, d'autres approches, géographie et géopolitique, sciences politiques, économie, sociologie, peuvent s'avérer fructueuses en demeurant accessibles. Mais l'insertion de ces thématiques dans une périodisation plus large, remontant donc à 1853, fait sens à sa manière. Par contre, il s'agit d'une étude historique et politique, géopolitique incluse, ce qui revient sans doute à privilégier thématiques et traitements dans une optique ne pouvant évidemment pas être exhaustive. Très peu de développement économique ici, notamment, ce qui n'est pas forcément un problème car on trouvera aisément de quoi envisager les questions posées par l'histoire récente du Japon sous cet angle. Mais à titre d'exemple, c'est un point qui distingue, voire oppose, la perspective du présent manuel et celle du Japon contemporain de Michel Vier, que sais-je lu immédiatement après, et où l'économie a une part importante. Même si l'autre raison du contraste entre les deux livres, taille acceptée, est à l'avantage du présent titre, le que sais-je, lu dans sa sixième édition corrigée, 1995, date un peu. C'est qu'il s'en est passé des choses depuis. Mais la perspective dans le livre d'Édith Dufourmont mêle donc histoire événementielle, histoire politique, histoire des institutions et histoire des idées politiques au premier chef, laissant à d'autres ouvrages le soin d'éclairer sous un autre angle l'ample matière de la vie politique japonaise depuis l'ouverture au monde vers le milieu du XIXe siècle. Cette histoire politique du Japon de 1853 à nos jours entend aussi se distinguer, et l'affiche dès sa quatrième de couverture, en faisant usage d'une périodisation différente. L'idée ici est que les dates couramment utilisées pour marquer les moments où le Japon bascule ne sont pas forcément les plus pertinentes. Et cela va au-delà de la référence aux ères japonaises, lesquelles depuis Meiji changent avec l'empereur régnant. Ce n'était pas du tout le cas auparavant. Ainsi, après l'époque Edo, 1603-1868,
mais dans le présent ouvrage nous ne l'envisageons que dans l'optique du Bakumatsu, soit l'effondrement du shogunat Tokugawa à partir de l'ouverture forcée, ou plus exactement de l'arrivée des vaisseaux noirs du Commodore Perry, donc 1853-1868. Après, nous avons donc l'ère Meiji, 1868-1912, puis l'ère Taisho, 1912-1926, puis l'ère Showa, 1926-1989, enfin la présente ère qui est l'ère Heisei, depuis 1989. Ces ères peuvent faire sens au regard de l'histoire politique du Japon contemporain, mais elles manquent parfois de précision. L'ère Meiji peut sans doute gagner à être divisée en plusieurs périodes, et ça n'en est que plus vrai peut-être pour l'ère Showa, d'ailleurs le plus long règne impérial de l'histoire du Japon. Mais où placer ces bascules? Les plus couramment employées pour Édith du Fourmont ne sont pas forcément les plus pertinentes au fond. Deux en particulier, 1868 et 1945. Ce sont sans doute des dates cruciales dans l'histoire du Japon, correspondant la première à la restauration de Meiji, donc la fin du shogunat et la restitution du pouvoir politique à l'empereur, la seconde à la défaite, avec un D majuscule. L'ère Showa se poursuit, mais le régime militaire et ultranationaliste s'effondre d'un seul coup, tandis que le pays, fait inédit dans toute son histoire, est soumis à une occupation militaire s'empressant de le réformer en profondeur. Mais pour Édith du Fourmont, la focalisation sur ces dates nuit à l'appréhension d'une histoire politique plus complexe, plus subtile, et qui a ses continuités propres, même opposées à pareil cataclysme. En fait, l'idée n'est pas forcément si neuve que cela. Dans le Que sais-je de Michel Vier, que je vais tenter de vous présenter un de ces jours, l'idée de ces continuités sous-jacentes est déjà là, tout particulièrement concernant 1868. Et pour le coup, oui, 1868 est assurément une date importante et éminemment symbolique, mais les processus politiques alors à l'œuvre gagnent sans doute à être envisagés au travers d'une périodisation un peu plus ample qui englobe les soubresauts du Bakumatsu et Meiji Ishin entendus au sens le plus strict, l'ensemble constituant une période agitée et largement indécise, au moins jusqu'en 1889, date à laquelle, avec la Constitution, le thénocentrisme, soit la place essentielle de l'empereur dans le système politique et dans une optique autoritaire, s'affirme frontalement tout en mettant en place des institutions politiques qui auront l'occasion d'être subverties ultérieurement dans une optique plus démocratique et libérale, au moins temporairement. À mon sens, le choix de dépasser l'autre date fatidique de 1945 est moins convaincant. Mais bien sûr, je ne suis qu'un couillon d'étudiant qui débute, je n'ai donc pas voix au chapitre. Demeure quand même l'impression que cette bascule-là fait sens en elle-même, qui change radicalement le Japon alors même que l'ère Showa se poursuit. Et un fait me paraît l'indiquer dans les choix même de périodisation de l'auteur. L'occupation alliée, 1945-1952, alliée américaine en fait, ne rentre pas vraiment dans les cases à mes yeux. Mais j'imagine que c'est une question à creuser et j'aurai l'occasion de me contredire, en fait, si ça se trouve, plus loin dans cette recension. En l'état, voici donc la périodisation retenue par Édith du Fourmont. 1853-1889, les transformations du Japon dans un monde nouveau. 1889-1922, le Japon des oligarques, naissance d'un empire. 1922-1955, Washington, Pearl Harbor, San Francisco, entrée, sortie et retour du Japon dans la nouvelle société internationale. Et là, franchement, j'ai l'impression que cette désignation est assez éloquente concernant les difficultés envisagées plus haut, autour de 1945, mais aussi avant et après. 1955-1993, le Japon du PLD, le Parti libéral-démocrate, soit la droite japonaise, au pouvoir sans interruption sur l'ensemble de la période, qui est aussi celle de la haute croissance, puis d'une croissance encore notable avant les crises les plus récentes. Enfin, de 1993 à nos jours, les hésitations d'une puissance mondiale. Je ne me sens évidemment pas de décortiquer par le menu ce manuel relativement touffu, mais assez régulièrement illustré par ailleurs. Cela reviendrait bien trop souvent à une bête paraphrase de peu d'intérêt en tant que telle. J'aimerais seulement essayer de rapporter ici quelques impressions d'ordre plus général, sur un mode éventuellement subjectif d'ailleurs, mais que j'espère indicateur de pistes à suivre pour approfondir la matière. Une évidence tout d'abord, l'histoire politique du Japon contemporain est extrêmement complexe. Comme toute histoire politique sans doute. Je ne vous la joue pas Donald Trump, oh mais personne ne savait que c'était aussi compliqué. En d'où il va, bien sûr que c'est compliqué, mais pour bien des raisons et à plus d'un titre. Je vais essayer d'en donner un aperçu, même très limité, et en mettant en avant les sujets qui m'intéressent le plus à titre personnel. Du coup, je vais régulièrement m'éloigner de la lettre du présent ouvrage qui me fournit une opportunité, disons. Notons cependant au préalable que cette complexité ressort d'une certaine manière de la forme du manuel. Ainsi,
Passé les époques troubles du Bakumatsu et de Meiji Ishin, sur lesquelles je reviendrai, le manuel s'attarde volontiers, chiffres à l'appui et de manière très récurrente, sur les querelles de partis et de factions au sein de ces partis, avant même que le parlementarisme nippon ne commence à ressembler à quelque chose, avec la démocratie de Taisho, car les factions des oligarques au pouvoir durant la période antérieure, autoritaire, témoignent déjà de cette vie politique extrêmement complexe. Il est d'autant plus difficile de la suivre qu'elle est en évolution constante et très très rapide. En quelques mois, les noms des partis, factions ou clubs, etc. changent tout en demeurant suffisamment proches pour susciter régulièrement la confusion. Cela n'en est que plus vrai d'une certaine manière après l'établissement du parlementarisme et du suffrage universel. Mais avant même cela figurait déjà un trait saillant de la vie politique du Japon contemporain, une extrême volatilité des gouvernements. Élection ou pas, majorité à la chambre basse ou pas, les gouvernements ne tiennent pas ou guère. La plupart durent moins d'un an, s'il y a quelques exceptions ici ou là. En fait, c'est cette fois une chose qui demeure pour partie après 1955. Et ce, alors même que le PLD, jusqu'en 1993, est systématiquement au pouvoir et avec une confortable majorité. C'est qu'il est lui-même traversé de factions se livrant une lutte acharnée, via des alliances et contre-alliances changeantes et parfois très difficiles à suivre. Or, point important, ces factions ne sont pas nécessairement idéologiques. C'est même assez rare, j'ai l'impression. Il y a bien des affrontements d'ordre idéologique dans l'histoire politique du Japon moderne et contemporain, prétendre le contraire serait absurde, mais tout autant et peut-être davantage des accommodements réguliers, témoignant de ce que la politique est pour une bonne part une affaire de personnes et de liens directs entre personnes, même sans aller jusqu'à la corruption ou au népotisme, mais sans les perdre de vue pour autant car ils sont bel et bien de la partie. Mais l'histoire politique du Japon contemporain est complexe dans d'autres dimensions. Une m'a frappé tout particulièrement, mais c'était plus une confirmation qu'une découverte, et c'est à quel point cette histoire, tout particulièrement dans ses moments les plus nerveux, est propice aux solutions paradoxales. Bien sûr, le Bakumatsu et Meiji Ishin en sont d'emblée un indicateur éloquent. La restauration de Meiji constitue un moment aux frontières plus ou moins floues, dire simplement 1868 c'est ne rien dire, et d'une complexité remarquable, défiant l'analyse, a fortiori sur un format aussi restreint. Je ne peux même pas, avec mes maigres connaissances en la matière, en donner ne serait-ce qu'une vague idée. Je m'en tiendrai donc peu ou prou, et vous prie de m'en excuser, à des formules forcément simplistes. Je ne vois pas comment procéder autrement dans ce contexte. Mais voilà. L'ouverture forcée du Japon suscite un mouvement xénophobe, Joy, expulser les barbares, dont l'agitation ne fera qu'accroître l'ouverture vilipendée, et parfois du fait même des rebelles d'abord hostiles à l'étranger, une fois en place. Les dits xénophobes, confrontés aux puissances occidentales, s'allient d'ailleurs parfois avec elles contre le shogunat, c'est ce que fait le fief de Satsuma avec l'Angleterre après une guerre les ayant opposés tous deux. Le shogun, ou plutôt les shoguns, car trois se succèdent sur la période pourtant brève du Bakumatsu d'une quinzaine d'années, organisent pour partie eux-mêmes les conditions de la fin de leur pouvoir, jusqu'au moment décisif de la restitution du pouvoir à l'empereur. Taisei Hokkan, une initiative shogunale, même si elle sera bientôt suivie par Hosei Fukko, plus radicale, et cette fois imposée au shogun. Le mouvement largement réactionnaire du Sono Joy, associant donc désormais à l'expulsion des barbares la révérence pour l'empereur, arrivé au pouvoir, livrera la plus moderniste des politiques, et à marche forcée encore. Une politique de modernisation à tous les niveaux qui est tout autant occidentalisation, mais nos héritiers du Joy s'en accommodent finalement fort bien, adoptant jusque dans les portraits officiels de l'empereur l'habit occidental et multipliant tant les ambassades que les invitations à des occidentaux à venir au Japon afin d'en prendre autant que possible et aussi vite que possible concernant les sciences et les technologies de pointe et tout autant les conceptions politiques et juridiques des Européens et des Américains aux antipodes du Japon d'Edo. Quant aux samouraïs emblématiques des premiers temps du mouvement, comme notamment Saigo Takamori, ils perçoivent un peu tard qu'ils ont suscité, sinon accompli eux-mêmes, la vague réformiste qui anéantira le Japon des samouraïs, alors même que l'empereur dont ils ont restauré le pouvoir dénonce bientôt, et finalement logiquement, l'emprise des Bushi, les guerriers, qui ont déformé l'essence même du Japon depuis les événements du XIIe siècle, rapportés dans les dits de Hogen, de Heiji et des Heike. Le mouvement de la restauration impériale qui aboutira au thénocentrisme, soit une puissance impériale inédite, ou au moins oublié depuis un bon millier d'années, mais c'est douteux, génère en même temps, dans l'ouverture même du serment en 5 articles de 1868, la base des revendications du mouvement pour la liberté et les droits du peuple, Jiu Minkenundo, qui, au-delà de sa répression violente, suscitera pourtant, et finalement de manière assez douce,
la transition ultérieure vers la démocratie de Taisho. Puis, passé l'intermède militaire, ressurgira encore pour fonder la démocratie libérale japonaise d'après-guerre, et dans les propres mots de l'empereur Hirohito, dès 1945. En même temps, ce technocentrisme inédit s'accompagne d'une pratique du pouvoir où les oligarques ont bien plus leur part que l'empereur Meiji, etc. Et ce, malgré une idéologie et des professions de foi technocentristes qui ont l'air parfaitement sincères, y compris lorsqu'elles appuient sur le fait que l'empereur dispose d'un pouvoir réel et non uniquement symbolique, en réprimant le cas échéant ceux qui avancent cette dernière possibilité. Des paradoxes qui dépassent la seule scène strictement politique, enfin. Que penser de ces hommes austères, confucianistes ou néo-confucianistes jusqu'au bout des ongles, pris dans l'esprit et affirmant sa supériorité sur la matière, et qui opèrent la révolution industrielle et l'évolution capitaliste du Japon? Certes, Meiji Ishin met en avant des catégories sociales jusqu'alors guère marquées, et en tout cas exclues du pouvoir, en suscitant l'alliance de marchands et de samouraïs de rang inférieur. Mais cela va sans doute bien au-delà, et on pourrait continuer longtemps ainsi. Bien sûr, d'autres moments de l'histoire politique du Japon moderne et contemporain pourraient donner lieu à ce genre de constats effarés, mais simplistes donc. La question du rôle de l'armée notamment doit être envisagée ainsi, mais cela implique à mes yeux de mettre d'abord en avant un autre trait de cette vie politique tumultueuse, pas forcément décisif, mais qui m'a marqué à la lecture de ce manuel, sa violence. C'est un des points qui m'a le plus marqué à la lecture de ce manuel, oui, et ce alors même qu'il ne le met certainement pas en avant, c'est vraiment du ressenti personnel pour le coup. À la base, j'en avais une vague idée, mais la lecture suivie de cette histoire politique du Japon contemporain de 1853 à nos jours a d'autant plus attiré mon attention sur les très nombreux incidents, comme on le traduit le plus souvent, pour Jiken en principe, qui émaillent cette histoire. Ces incidents sont en fait très divers, cela va de la brouille parlementaire marquée à l'action militaire non concertée, en passant par de nombreux assassinats politiques. Très nombreux. En fait, chaque période pourrait mettre en avant sa propre litanie d'incidents, et assez nombreuses finalement sont les personnalités politiques, quel que soit d'ailleurs leur camp, à en avoir fait les frais. Certaines périodes y sont peut-être plus propices, cela dit, notamment bien sûr celle du Bakumatsu et de Meiji Ishin d'une part, ensuite la période allant de la démocratie de Taisho à la prise du pouvoir par les militaires dans les années 1930. Dans les deux cas, ces assassinats me paraissent surtout être le fait de jeunes gens d'extrême droite. L'expression fait sens dans les années 1920 et 1930, elle est peut-être plus critiquable concernant les années 1850 et 1860. Et leur nombre est assez impressionnant. C'est sans doute un aspect de la vie politique du Japon moderne et contemporain, mais surtout avant la défaite, même si depuis il y a eu d'autres cas, y compris en provenance de l'extrême gauche bien sûr, qu'il faut avoir en tête, en contrepoint des événements politiques officiels, disons à la Diète ou ailleurs. Bien sûr, les bouleversements rapides des années 1850 et 1860 y fournissaient un terrain très favorable et qui change en tant que tel la donne. Dans ces jikan demeure quelque chose de la justice privée peut-être, et éventuellement des privilèges des bushi, dont l'attitude peut varier du tout au tout. Voyez Shimazu Hisamitsu par exemple, du clan de Tatsuma. Parmi les jikan du temps, certains le voient agir en justicier, et de manière surprenante en défenseur de l'ordre établi, quand il abat les shishi complotant contre le shogun à Kyoto, affichant son attachement au mouvement Kōbugatai, prônant l'alliance de la cour impériale et du shogunat. Quand d'autres, dépassant éventuellement son autorité, rappellent ses liens avec le mouvement Joy qu'il semblait avoir lâché. Ainsi, très peu de temps après, l'assassinat d'Anglais ne s'étant pas montré suffisamment déférent à son égard aux yeux de ces hommes. Dans ce contexte de quasi-guerre civile, les affrontements du genre pouvaient être monnaie courante, au point de susciter quasiment des légendes, ainsi avec le groupe de Ronin dénommé Shinsengumi. Et bien sûr, ces troubles prennent une toute autre ampleur quand ils virent, sans ambiguïté, à la guerre civile. Notamment les deux expéditions contre Choshu dans les derniers temps du Bakumatsu, et bien sûr la guerre de Boshin, 1868-1869, qui signe la défaite irrémédiable du shogunat, ou la rébellion de Satsuma, 1877, illustration de la fin des samouraïs. Mais là, nous dépassons largement la seule thématique des assassinats politiques, même si le déclenchement de ces divers événements passe éventuellement par des jiken. Le cas des années 1920 et 1930 est sans doute différent. Le Japon féodal encore du Bakumatsu, voire de Meiji Ishin, paraît appartenir à un lointain passé. Le tennocentrisme s'est instauré entre-temps, qui s'est aussi accommodé, après le décès de l'empereur Meiji, d'une orientation plus démocratique et libérale, parlementaire aussi, généralement désignée sous le nom de démocratie de Taisho. Aussi la connotation de ces jiken, de ceux qui consistent en assassinats politiques, car il y en a d'autres d'une ampleur bien différente, ainsi les manigances de l'armée du Kwantung en Mandchourie, est-elle désormais tout autre.
Cette fois, on est tenté de parler de terrorisme, mais un terrorisme d'extrême droite, donc, est souvent le fait de jeunes gens, des militaires à peu près systématiquement, plus royalistes que le roi, si j'ose dire, et tellement obsédés par l'idée de Kokutai, l'essence nationale du Japon, disons, mais aucune traduction ne correspond parfaitement, semble-t-il. C'est en tout cas un concept essentiel de la pensée politique japonaise, et par-delà les compartimentations parlementaires, etc. Donc tellement obsédés par l'idée de Kokutai, ainsi que par leur lien direct avec l'empereur, conséquence particulièrement fâcheuse de leur interprétation d'une disposition ambiguë de la Constitution de 1889, outre l'endoctrinement résultant de l'admonestation impériale aux soldats et marins de 1882, qu'ils prennent sur eux de bouleverser la marche du Japon par la force, au nom d'un principe supérieur découlant de l'image même de l'empereur, pourtant guère favorable à ces chiens fous. Showa, ou Hirohito si vous préférez, a eu régulièrement l'occasion de le montrer, même si son cas est peut-être encore ambigu. Le même principe les incite à tenter des coups d'État. Ainsi, avec l'incident du 26 février 1936, autant d'actions entretenant des rapports complexes tant avec l'empereur qu'avec l'armée. L'état-major est loin d'approuver systématiquement les initiatives de ces jeunes officiers incontrôlables, mais qui préparent le terrain à la prise du pouvoir par les militaires à la fin des années 30. Car si l'incident du 26 février 1936 est réprimé, et les instigateurs de la tentative punis, condamnés à mort pour bon nombre d'entre eux, l'armée pourtant, et des politiques conservateurs sentant le vent tourner, sauront jouer de cette effervescence pour en obtenir le pouvoir politique, mais discrètement, sans effusion de sang et sur la durée. En résultera un Japon militariste, ultranationaliste, parfois dit totalitaire, mais c'est une question plus complexe. À titre d'exemple, même s'il s'instaure au bout d'un moment un système de parti unique, c'est de manière éventuellement ambiguë et de manière plus surprenante, on trouve encore dans le Japon de 1940-1945 des opposants à la politique militariste en mesure de s'exprimer assez librement dès lors qu'ils ne s'en prennent pas à l'empereur intouchable. Mais certes, nombre d'opposants sont enfermés, et au premier chef, les communistes, dès avant la guerre. Ce Japon, on le dit parfois fasciste aussi, dans le présent manuel d'ailleurs. Ça paraît plus contestable. Même si les mouvements fascistes européens ont pu jouer un rôle sur l'idéologie des jeunes officiers, il n'en reste pas moins que les mouvements indubitablement fascistes dans le Japon d'alors sont très minoritaires et que l'idée d'un parti de masse n'y a jamais vraiment convaincu. Le nationalisme japonais, très divers, j'essaierai d'y revenir en traitant du que sais-je de Pierre Lavelle, pouvait se montrer agrarien ou favorable à une socialisation et planification de l'économie par l'autorité, mais les autres critères identifiant sans l'ombre d'un doute le fascisme ne sont pas présents, semble-t-il. Au-delà de ces jeunes officiers incontrôlables, mais sans doute en même temps du fait de leur agitation fanatique, utilisée sinon entretenue et sinon suscitée, l'armée acquiert un rôle de plus en plus important à l'époque, et d'une manière assez stupéfiante. Héritiers des samouraïs, dit-on, mais sans être samouraïs eux-mêmes, Meiji ayant aboli ce statut et ses privilèges, le droit au nom, le droit de porter le sabre, etc., liés par ailleurs aux fiefs rebelles ayant suscité le Bakumatsu, tout particulièrement Choshu et Satsuma, ce dernier a fait de la marine impériale sa chasse gardée jusqu'en 1945, les militaires japonais acquièrent bien vite un pouvoir considérable. Endoctrinés par l'admonestation impériale aux soldats et aux marins de 1882, ils tirent argument des dispositions de la Constitution de 1889 instituant un lien direct entre l'empereur et son armée, pour considérer qu'ils dépendent de la seule autorité de l'empereur et non du gouvernement, tout en profitant d'autres dispositions constitutionnelles réservant aux seuls militaires les postes de ministre de l'armée et de ministre de la marine, car les deux sont systématiquement différenciés. Comme dit plus haut, tous les ministres de la marine venaient ainsi de Satsuma. Le résultat est proprement catastrophique. L'armée sous Meiji avait sans doute joué un rôle moteur dans les premières entreprises d'expansion coloniale, en testant le terrain à Taïwan, puis en remportant la première guerre sino-japonaise, 1894-1895, ensuite la guerre russo-japonaise, 1904-1905. Les victoires dans ces deux conflits ont accru le rôle de l'armée japonaise et favorisé les premières entreprises coloniales, tout en suscitant la méfiance, voire la crainte, des puissances occidentales. Mais le Japon, allié à l'Angleterre, profite aussi de la Première Guerre mondiale, où il faisait donc partie du camp des vainqueurs, pour accroître son pouvoir en Asie orientale. À Versailles, les représentants du Japon plaident pour l'égalité des races et on ne les écoute pas. Le Japon n'en intègre pas moins la Société des Nations voulue par le président américain Wilson et se satisfait de la place unique qu'il a acquise dans la géopolitique mondiale, de seule puissance non occidentale ayant véritablement une voix dans le règlement des conflits internationaux. Mais les militaires sont d'un autre avis.
Guère favorables à la démocratie de Taisho, et convaincus de leur autonomie comme de leur bon droit, ils prennent des initiatives folles sans même en référer au gouvernement. Et tout d'abord en Corée, avant la colonisation officielle en 1910, ainsi qu'en Mandchourie un peu plus tard. Des assassinats politiques, là encore, dont la reine Min de Corée, ou des seigneurs de guerre chinois, pourtant pas forcément les plus hostiles à l'encontre des Japonais dans le cadre de la lutte commune contre le Kuomintang, puis encore au-delà des mises en scène destinées à provoquer la guerre. C'est ainsi que l'armée du Kwantung décide d'elle-même d'envahir la Mandchourie en 1931. Les amiralistes pourront jeter un œil à la campagne pour l'appel de Cthulhu, les 5 supplices, même si, bon. Puis du fait d'un autre jiken, de provoquer enfin la nouvelle lutte officielle contre la Chine, avec la Seconde Guerre sino-japonaise, qui débute en 1937. Le gouvernement, semble-t-il, n'y a eu aucune part, mais doit bien faire avec, dès 1933 en fait. Quand la Société des Nations condamne l'invasion japonaise en Mandchourie et la création de l'État fantoche du Manchukuo, le Japon réagit en quittant la Société des Nations, ce qui revient à valider l'initiative de l'armée du Kwantung. Et l'armée ne cesse de gagner du pouvoir, profitant tant de ses victoires militaires que du chaos politique d'alors, où les assassinats politiques ont donc leur part. L'armée, consciente de son pouvoir, se met à bloquer systématiquement le jeu parlementaire, en favorisant des cabinets non gouvernementaux, mais pourtant dotés du véritable pouvoir, et où la place des militaires est toujours accrue. Bientôt, plus aucun doute, ce sont les militaires qui dirigent le pays. Vous connaissez la suite des opérations et je ne vais pas y revenir en détail. Mais les militaires, secondés par l'idéologie ultranationaliste, ont bien joué un rôle déterminant dans toutes ces tristes affaires jusqu'à l'issue fatale de 1945. Mais non sans semer des milliers et même des millions de morts sur les champs de bataille de la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, en lançant le pays dans une guerre folle qu'il ne pouvait tout simplement pas remporter. La question des responsabilités est sans doute complexe. Elle a épargné en tout cas l'empereur, volonté marquée de la part de l'occupant américain, semble-t-il conseillé à cet égard par des chercheurs tels qu'Edwin Reischauer, je vous renvoie à son Histoire du Japon et des Japonais, ou Russ Benedict pour le chrysanthème et le sabre. Le regard sur les militaires au Japon même a cependant changé, et si, à droite, les héritiers de l'ultranationalisme sont toujours à cran sur la question, et prompts au révisionnisme, voire au négationnisme, et ce n'est certainement pas une métaphore ou une exagération, le peuple semble globalement suivre encore aujourd'hui l'orientation pacifiste de la Constitution de 1946, par laquelle le Japon renonce à la guerre et à la possession de forces militaires. À ceci près que les forces d'autodéfense ressemblent de plus en plus à une armée qui n'en porte pas le nom. Mais ça, c'est une autre question. À envisager la question de la violence dans la vie politique japonaise, je suppose qu'il me faut aussi traiter, pour le peu que j'en sais, très peu, vraiment trop peu, des mouvements sociaux et de leur répression. Là, c'est une question qui me dépasse vraiment, hélas, mais il s'agit d'y remédier un de ces jours. Quelques éléments quand même, qui peuvent remonter au Bakumatsu, et avant, en fait, bien avant. Au moment où le shogunat Tokugawa s'effondre, il est confronté à de très nombreux mouvements populaires. Des insurrections paysannes, Ikki, un livre consacré à la question me fait de l'œil du Akatsumata Shizuo, mais d'ici là je peux vous renvoyer à l'histoire du Japon médiéval de Pierre-François Suéry, mais aussi urbaines, comme par exemple le mouvement Eijanaika, mis en scène par Imamura Shohei dans un film du même nom qui ne m'avait pas plus emballé que ça, mais dont la scène finale est très forte. Autant de mouvements dont le régime de Meiji a en fait hérité. Notons par exemple l'insurrection de 1873, suscitée par une réforme agraire mal conçue, très lourde à supporter pour les paysans pauvres, et doublée par une loi de conscription qui fait l'horreur de tous, notamment, dit-on, parce que l'idée d'un impôt du sang avait peut-être été interprétée trop littéralement. Mais l'ouverture au monde suscite d'autres mouvements, à mesure que les théories politiques occidentales gagnent le Japon. Le mouvement pour la liberté et les droits du peuple pouvait regrouper des tendances assez diverses, mais d'abord libérales. Par la suite, le socialisme se développe progressivement dans des formes très diverses et éventuellement susceptibles de trajectoires étonnantes. Ainsi avec Katayama Sen, dont le socialisme est d'abord chrétien, et le christianisme, même très minoritaire au Japon depuis la fin de son interdiction en 1873, a joué un grand rôle au Japon à cet égard, avant de devenir d'inspiration bolchevique après 1917, ce qui l'amènera à être l'un des membres fondateurs du Parti communiste japonais, immédiatement interdit et réprimé. Il s'était auparavant illustré en 1905 par sa poignée de main avec le socialiste russe Plekhanov en pleine guerre russo-japonaise, mettant en avant une composante essentielle du socialisme japonais, le pacifisme. D'ailleurs, parmi les autres figures de cet engagement socialiste et pacifiste, on peut mentionner le journaliste Kotoku Shusui,
quant à lui plutôt tourné au bout d'un certain temps vers l'anarchisme ou le communisme libertaire, je vous laisse choisir, et qui a été condamné à mort avec plusieurs de ses camarades en 1911, accusé de trahison. Peut-être la plus importante affaire de lèse-majesté jugée à l'époque au Japon, et qui choque. Le fait est que les socialistes puis les communistes ont tout particulièrement fait les frais de la répression gouvernementale, avec l'interlude peut-être de la démocratie de Taisho. Dans un registre différent mais en gros à la même époque, il y aurait sans doute beaucoup à dire concernant le développement du féminisme dans le Japon de Meiji, même si l'on dépasse largement les questions de répression politique, je suppose. Ça reste un sujet très intéressant qu'il faudra que je creuse. Je passe sur la période militariste, au fond j'en ai traité plus haut. Pour la suite, je ne peux guère donner que quelques aperçus. Le pacifisme a joué un rôle moteur dans la société japonaise d'après-guerre, donc, avec notamment les manifestations monstres contre l'ANPO, l'alliance militaire nippo-américaine, en 1960. Après, cependant, le passage de la saison politique à la saison économique calme le jeu, et c'était après tout pour partie son objet. Cela ne signifie bien sûr pas la disparition des mouvements de contestation. En 1968, notamment, les étudiants japonais se rebellent comme bien d'autres de par le monde. Et à l'évidence, la proximité du Vietnam et le fait que les Américains lançaient leurs bombardements depuis des bases militaires japonaises a rendu le mouvement anti-guerre nippon bien autrement concret que beaucoup d'autres. La question du nucléaire forcément n'arrange rien à l'affaire. Notons aussi que d'autres formes de mouvements populaires, par exemple celui très long s'opposant à la construction de l'aéroport de Narita, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes sont des fans, je suppose. Bien sûr, il y a des formes d'opposition plus violentes, comme dans le cas légendaire de l'armée rouge japonaise. À l'autre bout du spectre politique, je suppose que la société du bouclier de Mishima Yukio tient davantage du folklore héroïque. Reste que la saison économique, avec la haute croissance, a changé la donne. Sur cette base, j'imagine que les crises à répétition depuis les années 90 peuvent la changer une fois de plus. Bon, je me suis bien trop étendu en même temps sans en dire beaucoup. Mon souci. Il est temps de conclure. C'est, j'imagine, une sorte de cliché quand on traite du Japon, le pays entre tradition et modernité. Cela dit, il est des clichés qui font sens malgré tout. Et je suppose que celui-ci, au regard de l'histoire politique du Japon moderne et contemporain, n'est pas totalement inapproprié. Trop réducteur sans doute, mais pas inapproprié. En fait, le questionnement même de la périodisation peut, dans une certaine mesure, nous ramener à cette conception. Si des dates telles que 1868 et 1945 peuvent faire l'effet de césure brutale, il ne faut cependant pas en déduire que tout change, absolument tout, en l'espace de quelques mois ou plus. C'est comme de juste bien plus compliqué que ça. Car il y a bien des continuités donc. Il est sans doute pertinent d'envisager ensemble Bakumatsu et Meiji Ishin, et si le choix de minimiser l'importance de 1945 me convainc un peu moins, il est clair cependant qu'il y a des continuités significatives jusque dans cette période troublée. Et pour une raison finalement simple, le maintien des hommes en place. En fait, les acteurs de la politique japonaise des années 50 avaient souvent exercé des responsabilités avant ou en avaient hérité d'une certaine manière. Or, la purge entreprise par le SCAP, Supreme Commander of the Allied Powers, MacArthur à sa tête, a très vite été invalidée par lui-même. La guerre froide changeant la donne politique au point d'inquiéter énormément les États-Unis, qui regrettaient finalement bien vite d'avoir imposé au Japon l'article 9 de la Constitution de 1946 prohibant le recours à la guerre, nombre de purgés ont été remis en place, une vaste majorité, dont des individus condamnés pour crimes de guerre lors des procès de Tokyo. Et sans doute peut-on repérer sur cette période allant de 1853 à nos jours d'autres continuités du même ordre ou encore autre chose. Et que nous réserve l'avenir ? Je ne me sens évidemment pas de jouer au prophète sur un monde Cassandre ou quelque autre que ce soit. L'histoire peut fournir des études spéculatifs, mais je doute qu'elle puisse vraiment prédire le futur. D'autant que je ne crois pas, contrairement à une remarque couramment lancée avec un peu trop de légèreté, que l'histoire se répète. Cela dit, je suis d'un naturel pessimiste, certes, et de manière plus ou moins fondée, certains signes me paraissent inquiétants. Il en est un que je ne vais pas développer ici, et c'est la perpétuation, voire le regain, du nationalisme japonais et éventuellement de l'ultranationalisme. J'avais pu en parler au travers de lectures très variées, comme l'essai de Takahashi Tatsuya, Mort pour l'empereur, la question du Yasukuni, ou la novella de science-fiction signée Ken Liu, L'homme qui mit fin à l'histoire. Je vais essayer d'y revenir plus en détail en traitant d'un autre ouvrage, le que sais-je donc que Pierre Lavelle a consacré à la pensée politique du Japon contemporain. Il date un peu, certes, 1990, mais il accorde beaucoup de pages au nationalisme japonais sous toutes ses formes, qui me paraissent nécessaires à l'appréhension de la situation actuelle 27 ans plus tard, et qui me semble encore pire à cet égard.
Sur la scène intérieure, par ailleurs, il faut aussi prendre en compte que la situation n'est plus la même qu'en 1955-1993. La suprématie du PLD a depuis été remise en cause, même si, la plupart du temps, il ne s'est guère éloigné du pouvoir, ou y a même participé via des coalitions. Vous vous en doutez, je ne suis pas exactement du genre à déplorer la fin de la suprématie de ce grand parti de la droite japonaise, et ne porte vraiment pas dans mon cœur des premiers ministres tels que Koizumi Junichiro ou l'actuel Abe Shinzo, autant de représentants d'une branche dure du parti et de fervents ultranationalistes, associés dans leur volonté de réhabilitation du Yasukuni ou leur tentative révisionniste concernant les manuels d'histoire japonais à modifier, ou plus récemment consistant à nier purement et simplement la réalité des femmes de réconfort. Je note ceci simplement pour établir que le système politique japonais n'est peut-être plus aussi stable qu'il l'avait longtemps été, en dépit des fréquents changements de gouvernement du fait du jeu des factions au sein du PLD. Mais je ne ferai pas de pronostic quant à ce qui en sortira. Mais les questions touchant au révisionnisme-négationnisme nous ramènent à l'international, où la situation n'est guère rassurante non plus. Au-delà des difficultés concernant l'intégration régionale de l'Asie orientale, la suprématie chinoise peut assez légitimement être perçue comme une menace par le Japon, et le rôle de la Russie dans ces relations globales n'est sans doute pas à négliger. Sans même parler bien sûr de notre cher leader Kim Jong-un qui s'agit en Corée du Nord. Que ces fanfaronnades soient fondées et redoutables ou pas, reste que le Japon est aux premières loges, et que l'indécision de Trump en la matière, lui qui prônait le retrait des Américains dans la région avant d'être élu, mais qui semble désormais plus va-t-en-guerre, n'arrange absolument rien à l'affaire. Si l'on y ajoute que le Japon, a fortiori avec des néo-ultranationalistes à sa tête, n'entretient pas forcément d'excellentes relations avec tous les autres pays de la zone, Corée du Sud et Taïwan en tête, je ne me sens pas d'en conclure quoi que ce soit. Et je n'ose jouer la Cassandre donc, même si je ne peux m'empêcher de redouter, pas prévoir, allons bon, simplement redouter, que, sur le mode d'un autre cliché navrant, censément chinois celui-ci, le Japon soit en train de vivre une époque intéressante.